Bonjour tout le monde, merci d'être là aujourd'hui pour le premier webinaire qu'on appelle des zébinaires du Regroupement québécois des maladies orphelines pour notre mois de zébrier, qui évidemment dans le contexte de la Journée internationale des maladies rares qui est le 28 février. Alors cette année, le Regroupement québécois des maladies orphelines a décidé le thème suivant pour notre mois de zébrier, l'Odyssée des sans-diagnostic. Il est très bien connu que ça peut prendre du temps avoir un diagnostic lorsqu'on a une maladie rare ou même une maladie inconnue. Et donc, on veut mettre en lumière cette année l'errance diagnostique là, que vivent de nombreuses personnes avec une maladie rare. Pour commencer, je voudrais vous montrer l'événement surprise qu'on a fait hier dans le centre-ville de Montréal pour lancer le mois de zébrier. C'était près du complexe des Jardins, place du festival, où on a eu une vingtaine de personnes qui sont venues montrer ce que ça veut dire être en errance diagnostique. Il y a eu une marche lente. Les gens étaient évidemment habillés en zèbre. Ils avaient un masque blanc qui signifie qu'ils peuvent être des fois négligés ou ignorés ou avoir certaines difficultés dans notre système de santé. Il y avait une marche, on marchait très lentement là, au bruit de tambours pour montrer justement la longue attente des fois pour avoir accès à des spécialistes et à son diagnostic. Fait que, il y avait un pas à chaque 8 battements qui souligne une moyenne de 8 ans. Là. Des fois, on dit 7 ans, ça dépend des sondages avant d'avoir un diagnostic pour une maladie rare. Alors, je remercie les personnes qui ont bravé le froid, qui ont une chance qu'il ne faisait pas trop froid hier pour venir faire cette petite manifestation pour signifier leur présence. On aura des vidéos de cet événement-là bientôt sur notre page Facebook. Et merci aux bénévoles aussi qui nous ont aidés à organiser ça. Une petite introduction pour ceux et celles qui ne connaissent pas la RQMO. On est un regroupement près d'une trentaine d'associations de maladies rares et évidemment des membres individuels qui n'ont pas d'association. On opère un centre qui s'appelle le Centre IRAR, qui est un centre d'information et de soutien en maladies rares. On diffuse l'information sur les maladies rares puis leurs problématiques, les enjeux, la recherche, les nouveaux traitements. On sensibilise le public et le milieu médical aux maladies rares et on fait de la promotion aussi de la recherche et mettre des personnes atteintes de maladies rares, des proches aidants en contact avec des chercheurs et vice-versa. Donc, c'est depuis 2010 que nous travaillons à cette mission. Il y a aussi un aspect de plaidoyer social où on plaide devant nos gouvernements, tant québécois que canadiens, pour avoir, que ce soit un plan, une stratégie, une politique de maladies rares, parce que le Canada est encore un des seuls pays ou le seul pays du G20 qui n'a pas encore un tel plan ou politique. Donc, pour donner quelques statistiques sur les maladies rares, au Québec, là, notre ministère de la Santé semble utiliser des statistiques qui existent, qui sont données ailleurs, là, de 6 à 8 % de la population serait touchée par une maladie rare, ce qui fait à peu près 700 000 personnes et ça comprend environ 500 000 enfants qui sont les plus touchés, là, on peut dire, par des syndromes des maladies rares. Et à un point donné dans le temps, c'est une statistique qu'on entend toujours, que 40 à 50 % des personnes ne seraient pas diagnostiquées, qu'il n'y aurait pas de diagnostic.
C'est ce qu'on rapporte là. Mais je dois vous dire là, que c'est toujours imprécis, ces statistiques, parce que, et particulièrement au Québec et au Canada, il n'y a jamais vraiment eu une réelle étude épidémiologique là, pour nous donner les vraies statistiques, mais c'est à peu près ce qu'on voit ailleurs dans le monde. Pourquoi le zèbre? Pour ceux et celles qui ne savent pas non plus, ce symbole, c'est que dans les années 40, il y a un docteur Woodward aux États-Unis qui enseignait à ses étudiants, lorsque vous entendez un bruit de sabot, pensez au cheval plutôt qu'au zèbre, plutôt qu'à quelque chose de rare. Parce qu'il voulait en fait ou ne voulait pas que ses étudiants, les étudiants de médecine, pensent toujours à des choses très rares, même bizarres, qu'ils disaient. Donc, et par contre, là, on voit que souvent, dans notre système de santé, on pense alors moins aux zèbres. Alors, c'est pour ça que notre slogan aussi, là, ce mois-ci, c'est « Et si c'était une maladie rare? Et si c'était une des 7000 maladies rares? » Un zèbre parmi les chevaux. Donc, il faut quand même y penser. En 2010, à notre fondation, on a fait un sondage auprès de 300 personnes, des adultes, des parents d'enfants, d'autres proches aidants concernés par les maladies rares. Et voici, en réponse à notre question sur le délai de diagnostic, 37% des gens ont dit que ça a pris 3 ans ou plus pour obtenir leur diagnostic. 18% plus de 10 ans. Et 30% avaient consulté 5 médecins ou plus avant d'avoir leur diagnostic. Bon, ça, c'est en 2010, on ne l'a pas répété. Je crois que la situation est peut-être assez semblable, mais il y a eu des améliorations. Par exemple, maintenant, lorsqu'on soupçonne une maladie génétique, il y en a beaucoup qui sont élucidés en recherche là, par les nouvelles technologies de génétique. Et il y a quand même eu un peu plus de sensibilisation depuis 2010 au Québec par rapport aux maladies rares et orphelines. On peut dire qu'on peut diviser, en gros, on dit qu'il y a 2 types de maladies non diagnostiquées. Il y a les pas encore diagnostiquées, et c'est des personnes, en fait, qui ont fort probablement une maladie connue. Et puis, c'est normal, parce que les médecins ne peuvent pas connaître les 7000 maladies rares, ne peuvent pas connaître toutes les maladies, les apprendre une à une. Et il y en a qui sont tellement rares qu'ils ne les verront pas durant toutes leurs années de pratique. Donc, c'est normal qu'il y ait un délai. Et il faut faire souvent nombreux tests et examens, puis souvent de nouveaux tests, comme les nouvelles technologies là, de séquençage en génétique. Donc, on va probablement finir par trouver le diagnostic. Mais il y a aussi les personnes qu'on peut peut-être dire sans diagnostic, qui sont des personnes où on fait tout ce qu'on veut, des tests, des examens, tout ce qu'on peut, c'est-à-dire pour élucider le diagnostic, mais qu'on n'y arrive pas. Et ça peut être parce que c'est une nouvelle maladie. On est rendu aujourd'hui à caractériser des nouvelles maladies toutes les semaines. Surtout à cause de la génétique. C'est des nouvelles maladies aussi, il y en a dans les maladies auto-immunes ou des maladies qu'on ne comprend pas. Donc, il se peut que ça prenne beaucoup de temps et que ça soit dans le cadre de la recherche que ça soit élucidé ou peut-être jamais obtenir un diagnostic. Donc, comme je le disais, les médecins ils ne peuvent pas apprendre toutes les maladies. C'est normal qu'il y ait un délai. Par contre, c'est sûr qu'on voit dans notre système de santé qu'il y a aussi des délais pour voir des spécialistes, qu'il y a des gens qui devraient devraient être dirigés vers un service de génétique, mais ils ne sont pas. C'est des choses aussi qu'on voit lorsque les gens nous contactent à notre centre IRA. Donc, il y a place à amélioration. On sait que la COVID là, a beaucoup dérangé pour tout le monde. Il y a toutes sortes de délais pour des diagnostics, des traitements, etc. dans notre réseau de la santé. Mais pour les maladies rares, c'est quelque chose que les personnes vivent depuis assez longtemps. Et on pense qu'il pourrait y avoir place à amélioration.
Il y a un autre type de maladie, de diagnostic, de non diagnostiqués dont je veux parler, et ce sont les diagnostiqués qu'on appellerait psychosomatiques. Malheureusement, il y a quand même un pourcentage de personnes atteintes de toutes sortes de symptômes qui sont réellement malades et en majorité, je dirais, des femmes qui ont de la difficulté à obtenir leur diagnostic parce que on les croit pas. Ils entendent souvent l'expression « c'est dans votre tête ». Les médecins ont probablement fait des tests et examens standards où ils n'obtiennent pas de résultats, où c'est non concluant. Mais malheureusement, on va souvent conclure que c'est psychosomatique ou somatoforme, comme on dit aujourd'hui. Donc, ce sont des personnes qui vivent beaucoup de détresse. Ce sont des personnes certaines qui s'avèrent avoir une maladie rare. Et c'est la raison pour laquelle c'est difficile de faire le diagnostic. Ça peut être que c'est beaucoup de symptômes non spécifiques. Les médecins ne croient pas que tous ces symptômes peuvent arriver chez la même personne. Des fois, il y a même des choses assez hors de l'ordinaire comme signes et symptômes, donc on ne croit pas. Mais on ne peut pas croire, nous, qu'il y a autant de personnes qui n'ont pas de réelle maladie, qui sont toutes, qui ont toutes des personnes qui ont des problèmes psychologiques, psychosomatiques, psychiatriques, parce qu'elles sont souvent aussi envoyées chez le psychologue ou en psychiatrie. Alors, c'est un type de non diagnostiqué auquel on veut sensibiliser. Donc, les conséquences, et puis Claudia va en parler probablement plus longuement, là, mais évidemment, il y a des conséquences médicales à ces délais de diagnostic, des traitements qui sont faits par essai-erreur, parce qu'on ne sait pas c'est quoi la maladie. Des fois, il y a des faux diagnostics, et quand il y a des faux diagnostics, il peut y avoir des traitements qui sont inappropriés, avec des conséquences, même si c'est arrivé des chirurgies, des médicaments qui n'étaient pas appropriés. Aussi, si c'est une maladie génétique et héréditaire, il ne peut pas y avoir un bon conseil génétique où c'est très imprécis, donc on ne sait pas trop les conséquences pour le reste de la famille. Évidemment, au niveau psychosocial, les personnes vivent de l'incertitude, des faux espoirs, difficulté d'accès aux services, la détresse psychologique, la perte de confiance. Donc, c'est ça une conséquence là, quand on est des années à chercher un diagnostic et qu'on n'a pas beaucoup de soutien dans le réseau de la santé. Alors, nous, on veut proposer des solutions à cette situation. En France, dont on suit les programmes là, depuis 2004, parce qu'ils ont un plan national maladie rare depuis 2004, sont rendus à leur 3e. Ils ont beaucoup, au premier plan, fait de la sensibilisation par rapport au diagnostic et ils appelaient, en fait, il y avait une expression qui disait d'instaurer une culture du doute. C'est-à-dire, lorsque des médecins sont devant un patient qui ne comprennent pas trop qu'est-ce que peut être la maladie, les tests examens sont négatifs, mais que vraiment le patient souffre et d'oser penser au rare, que ça peut être une maladie rare. Et évidemment, à partir de ce moment-là, il faut aussi savoir où diriger le patient. Il faudrait qu'il y ait des ressources. Alors, nous, c'est sûr qu'on propose, là, notre gouvernement est en train d'établir là, une politique pour les maladies rares, puis nous, les priorités, et c'est ce qu'on a entendu des patients et des parents et des proches aidants depuis des années, c'est une meilleure formation des médecins, pas sur les 7000 maladies rares, mais une approche diagnostique ou l'approche aux patients rares, comprendre la problématique et surtout leur donner des ressources pour qu'ils
sache où diriger. Et évidemment, il faudrait plus de ressources comme en génétique pour accueillir les gens pour des diagnostics plus rapides et que les médecins de famille, les urgentologues et d'autres spécialistes savent qui est expert de telle maladie ou où envoyer. Idéalement, on aimerait, ce qui existe dans d'autres pays, des cliniques de diagnostiquer ou un réseau au Québec pour aider au diagnostic de ces personnes. Donc, voilà, c'est mon introduction au sujet. Et maintenant, je vais vous présenter Madame Claudia Eugenia Peña Traslavina, qui est une travailleuse sociale de profession, mais aussi qui fait son doctorat à l'Université Laval à Québec. Et elle le fait sur la problématique de l'errance diagnostique. Et donc, elle a beaucoup déjà fait de recherche sur le sujet et va nous présenter un résumé de ce qu'elle a trouvé comment différentes recherches et à travers le monde sur la question de l'errance diagnostique. Alors, je te passe la parole, Claudia. Bonjour Gail, bonjour à le président et membres du conseil d'administration. Merci beaucoup pour l'invitation. Et je vais essayer dans les 15 prochaines minutes de vous présenter mon projet de recherche de doctorat en service social. Effectivement, mon projet de recherche s'intéresse sur le vécu des personnes vivant avec une maladie rare pendant la période de l'errance diagnostique dans une perspective de service social. Donc, je ne sais pas si je peux voir mes diapos pour commencer la présentation. Oui. Est-ce que tu les vois, Claudia? On les voit, nous. Ah oui? Oui. Ah, OK. Moi, je ne les vois pas. Une seconde, je vais les voir. Non, je ne les vois pas. Maxime, tu peux nous aider, ça? Non. Oui. Ouais. Ouais, je vois, c'est la... Ah, elle est là. Merci beaucoup. Donc, ça commence, je vais vous présenter rapidement. Donc, c'est ça, la diapositive de regroupement de mon projet de recherche. Voici le sujet, c'est l'errance diagnostique, une longue et pénible odyssée. État de connaissance, aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement la revue littérature que j'ai fait pendant cette période. C'est une partie de ma thèse de doctorat et par la suite, ça va être déjà la recherche comme telle sur le terrain. Là. Donc, voilà. Ça, c'est la partie de ma recherche, c'est l'état de connaissance, mais aussi quels ont été comme l'objet de recherche qui a été fait par tout le monde, surtout la revue littérature. Là. Donc, ça, c'est une phrase très importante de Bernard Baratau, qui c'est une des personnes qui a lourdement travaillé sur les maladies rares en France. Elle dit ces personnes continuent de vivre lâchement en marge de notre système de santé, j'ajoute, et des services sociaux, et rendent diagnostic, manque d'informations, quasi absence de réponses thérapeutiques, prise en charge sanitaire et sociale très insuffisante, conduisant à des situations humaines insupportables. Voilà. C'est ça c'est la diapositive. Donc, il n'y a pas de définition universellement acceptée des maladies rares.
ce qui complique le travail de recherche. Donc, effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. C'est un travail de pionnier qui va prendre plusieurs années. Dans le cadre de ma recherche, nous adopterons les critères acceptés pour la plupart des pays, là, comme bien je pense que Gail a déjà mentionné. Et malgré le grand nombre de maladies rares individuelles, la recherche scientifique permet d'identifier certaines caractéristiques communes de grande importance qui se présentent au cours de la période de l'errance diagnostique et qui continuent à se présenter après l'annonce du diagnostic. Ce sont des caractéristiques communes qui rendent difficile le diagnostic. Donc, déjà dit pour Gail, effectivement, c'est la caractéristique plus saillante, c'est le manque d'informations qui touche tous les milieux concernés, les patients, les proches, les médecins, les professionnels de la santé, services sociaux, les scientifiques, les autorités administratives, scolaires, les assurances, les systèmes politiques et le public en général. Les auteurs recensés s'attendent généralement pour décrire les maladies rares comme étant graves, mortelles, débilitantes, dégénératives et chroniques. On décrit aussi les maladies rares comme un composant génétique où les 80% d'entre elles peuvent être d'origine génétique. Il y a aussi des origines diverses, bien sûr, les 20% restants. Voilà. Donc, il n'y a pas de définition universelle reconnue sur les points de début et de la fin de l'errance diagnostique, ce qui peut prêter à confusion. Cependant, dans cette plus simple expression, on décrit le plus souvent l'errance diagnostique comme étant la période de la trajectoire entre l'apparition des premiers symptômes et jusqu'à l'obtention d'un diagnostic correct et définitif. Selon le ministère de Santé du Royaume-Uni, 50% des personnes vivant avec une maladie rare dans le monde vivent sans diagnostic précis. Donc, c'est une analyse d'Alliance de maladies rares qui a été faite en 2016. Il y a 34% de maladies rares auraient vécu l'errance diagnostique dans le parcours de santé. Donc, comme bien a dit Gail, si on suppose que cette donnée peut être extrapolée au Québec et au Canada, pour l'ensemble des maladies rares, on pourrait estimer qu'il y a 1 million de Canadiens et près de 160 000 Québécois vivant l'errance diagnostique. Excuse-moi, Claudia, je vais te couper. Je pense qu'on n'avance pas les diapositives. Est-ce que c'est toi ou Maxime qui... Oui, non, c'est moi. C'est moi. Je suis dans la numéro 6. Est-ce que c'est correct, là? Je vais mettre ici. Oui. C'est pas celle que je vois, c'est... Non. Oui, là, on la voit. D'accord. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de définition de l'errance diagnostique, mais c'est ça, c'est la période de trajectoire entre l'apparition des premiers symptômes jusqu'à l'obtention d'un diagnostic définitif. Donc, voilà, je vais passer rapidement, là. Et dans le cadre d'une revue systémique qui a été faite de 66 études portant sur 40 maladies rares, les auteurs proposent un cadre temporel. Est-ce que vous voyez le cadre? Non, il faut avancer la diapositive. Ah oui, pardon. Oui. Oui. C'est la diapo 7, c'est ça? 8. Allez, attends, je vais utiliser mon autre ordinateur pour être plus facile. OK, c'est bon. Donc, je vais revenir. Est-ce que vous voyez la 7? Non. Non, mais voyons donc. Représentation de l'errance diagnostique dans le temps, la voyez-vous? Parce que je n'ai... Non? On est rendu à 9, là. Ah, excusez-moi. 8, 7. C'est correct? Avance. Ah, c'est ici mon... OK, c'est bon. Je reviens. Donc, dans le cadre de ces revues systémiques, on a identifié des périodes dans le temps
qui montre le parcours de rangs diagnostiques de la personne. Il y a 3 intervalles, que c'est l'intervalle du patient, l'intervalle des soins premiers et l'intervalle des soins spécialistes. Comme Gail l'avait bien mentionné, l'intervalle du patient commence de l'apparition des premiers signes et se termine avec la première visite médicale, typiquement avec les médecins de famille ou les médecins de première ligne. Dans cette période, la personne, l'individu, bien que vivant déjà avec une maladie rare, ne le sait probablement pas encore. Se doute à peine que quelque chose ne va pas. Son parcours de santé est lié avec sa maladie rare et sur le point de commencer. Mais dans cette période, il n'y a pas encore de prise en charge ni médicale ni psychosociale. C'est à la fin de cet intervalle que commence la première visite médicale. C'est pour là l'importance de la clinique pour les personnes sans diagnostic. Et la première visite médicale en lien avec la maladie rare marque l'étape importante de cheminement des personnes vivant les rangs diagnostiques. Elle marque les quêtes diagnostiques des soins premiers. Là. Mais comme bien disait Gail, malheureusement, les médecins de famille est généralement inadéquatement préparés et mal équipés pour diagnostiquer les maladies rares, difficiles en plus de diagnostiquer, qu'il ne rencontrera probablement jamais ou seulement une fois dans toute sa carrière médicale. Si des soins sont prodigués pendant cette période, ils se sont en l'absence d'un diagnostic confirmé. C'est un spécialiste qui prendra éventuellement en charge le patient et découvrira finalement le diagnostic correct. Donc, c'est quand commence l'intervalle de ces spécialistes. C'est durant cet intervalle que se produisent des erreurs diagnostiques qui retardent le processus diagnostique. Il peut causer des torts considérables pour le patient, sans mentionner les ressources pour le système de santé. Bon, donc je fais, est-ce que c'est avec mon cellulaire, c'est correct? C'est correct, Gaël? Non, ça avance pas, Claudia. Non? T'as pas une flèche? T'as pas de flèche sur ton écran pour avancer? Oui. C'est là? Oui. Est-ce que c'est avec mon cellulaire? Donc, mon cellulaire n'est pas comme... Bon. On va passer à la numéro 8. Voilà. En fait, nous avons découvert que l'Organisation européenne des maladies rares a produit un diagramme non linéaire du cheminement de l'errance diagnostique qui illustre les multiples interactions des référents des spécialistes et inclut aussi les erreurs diagnostiques. Le cycle peut se répéter aussi longtemps qu'un diagnostic n'est pas identifié, donc médecin, spécialiste, médecin, autre spécialiste, etc. C'est seulement des étapes de diagnostic confirmées que les soins spécifiques pour la maladie rare peuvent véritablement commencer, bien sûr si elle existe. Donc, je vais me concentrer ici sur, je vais passer la diapo, sur les conséquences, vous la voyez, les conséquences de l'errance diagnostique. C'est correct? Non, il faut avancer toujours. C'est correct? Voilà. Il existe peu de données précises sur les conséquences sur la personne et les proches au cours de la période de l'errance diagnostique et les maladies non diagnostiquées. Et la première difficulté, c'est que dans la plupart des systèmes de santé, il n'y a pas de difficulté ou ce n'est pas possible de savoir c'est qui est le patient qui n'est pas diagnostiqué parce qu'il y a très pas codé. Dans une perspective de service social, on s'intéresse à le vécu des personnes vivant cette période-là et les conséquences rapportées dans son parcours de vie. C'est ça mon travail. Donc, ce que j'ai recensé sont les conséquences. La première, bien sûr, c'est la difficulté à obtenir un diagnostic correct. Et le premier obstacle plus dramatique pour les patients atteints de maladies rares. Ça prend des années, des décennies, selon des délais inévitables et s'expriment au fil du temps sous une forme de différents symptômes et la fréquence d'affectation c'est multisystémique. Donc, il y a 16 pays européens qui ont fait une recension et a permis de montrer les délais de diagnostic entre différentes maladies rares, là, mais aussi au sein de le même groupe de maladies. Voilà. Donnez-moi une seconde, je vais aller.
ces conséquences. Vous voyez la diapo sur les conséquences. Donc, ici, il y a le groupe de rente. Vous voyez les groupes de rente? Non, faut toujours avancer comme tu le faisais, là. Merci. C'est correct, le groupe de rente? Oui. Ouais. Les groupes de rente obtiennent leur diagnostic très tardivement. Ils rapportent de fréquentes erreurs diagnostiques et de préjudices liés à l'errance diagnostique. C'est les 34% de personnes, de répondants. C'est l'Alliance des maladies rares en 2016 qui a fait cette recherche-là. Donc, il y a des préjudices physiques et psychologiques et aussi d'un comportement inadapté de l'entourage. Je vais faire ici. Et voilà. Vous voyez les conséquences. Donc, les problèmes d'exclusion et d'inégalité sociale. C'est correct, Kay? Oui. OK. Grande souffrance psychologique, anxiété, désordre psycho-émotionnel. Il y a peu d'études qui décrivent les conséquences de l'errance diagnostique sur le fonctionnement social de la personne et surtout l'exécution de ses rôles sociaux. Et certains auteurs indiquent des difficultés reliées au niveau de la vie quotidienne et des répercussions sur la sphère de vie familiale, les couples, la vie intime, la vie affective, chaque membre de la famille. Il y a des grands obstacles dans la sphère du travail, de l'éducation, les coûts économiques, il y a des obstacles administratifs. J'avance. C'est changé? Non. Ah, mon Dieu, mon cellulaire ne marche pas très bien aujourd'hui. Bon. On s'est rendu à l'échelle de moins de 18 ans, Gay? Oui. D'accord. Donc, en fait, l'errance diagnostique peut être une source importante de stress, d'incertitude chez les parents des enfants non diagnostiqués et les effets psychosociaux restent mal caractérisés. Donc, cependant, les auteurs ont rapporté que 50 parents d'enfants sans diagnostic et répondaient aux critères d'anxiété légère, modérée, sentiment de discrimination, difficulté d'intégration, de scolarisation, manque de coordination, d'encadrement au niveau des soins, de recherche insuffisante, de manque de soutien. Bon. Hey. Maintenant, on voit la numéro 13. Non. Eh, mon cellulaire, là, c'est correct? Sciences sociales et sciences médicales? Oui. OK. Ay, merci, Maxime. Si c'est possible de faire ça, merci beaucoup. Merci, Maxime, parce que mon cellulaire n'a pas bien marché aujourd'hui, là. Il est très sensible, je pense. Bon. Donc, tu me posais la question, c'est quoi le complément entre les sciences sociales et les sciences médicales? C'est qu'il y a très peu d'études recensées explorant les considérations psychosociales, qui sont pourtant nécessaires pour combler les lacunes dans une perspective d'abord médicale. Au cours de cette période difficile de doute, qui peut durer des années, comme tu l'as dit, les écrits scientifiques recensés et surtout les enquêtes réalisées par les associations de maladies rares permettent de constater que la personne vit des changements complexes, bouleversants de toutes les dimensions psychosociales de sa vie au cours de la période de l'errance diagnostique. Donc, dans la dimension psychologique, comme tu l'as dit tantôt, l'image de soi, les déséquilibres les affectifs et sociaux, l'estime de soi, l'image, l'identité sociale. Il dit qu'il y a des causes mentales, la volonté de la personne. Il y a aussi toute la dimension psychologique sera mise à l'épreuve. Les médecins, sans pouvoir préciser la cause, peuvent orienter la personne, l'enfant ou même la famille vers un psychiatre ou un psychologue pour donner une cause mentale à ces symptômes qui sont vraiment réels. Il y a aussi la dimension sociale, que c'est la relation de la personne avec son environnement, qui est lourdement affectée. Pour les personnes, pour la famille et la société, elle est née ou vont des exclus
sans aucun droit. L'errance diagnostique génère un impact sur tous les sphères de la vie de la personne. Il y a absentisme scolaire, perte de productivité, impact sur la famille et les proches, charge psychologique, années de vie perdues. Voilà. Et la dernière, c'est la personne de Belé. Tu peux changer la diapo, Maxime? C'est correct? La dimension culturelle? Oui. OK. De plus en plus, les personnes passent beaucoup de temps sur Internet à chercher un diagnostic ou un traitement. Il y a un article qui parle de les maladies rares et Google. Au cours de la période de l'errance diagnostique, le rôle du corps médical dans la société est mis à l'épreuve par la rareté des maladies rares. La personne cherche à avancer dans une seule direction, un chemin qui lui permettra de se sortir de la relégation et le silence. Trouver une ressource identitaire pour devenir un sujet social récompensé. Par exemple, les groupes de parole. Comme on est en train de travailler à ce sujet dans les regroupements. Donc, cette étape se transforme en une renaissance physique et psychologique. La personne entreprend tout un processus d'apprentissage, de gestion de la maladie sans nom, la production de soi, un travail de réappropriation des vécus et de l'expérience de sa maladie pour faire face à son ennemi. Et la personne vit le développement des stratégies pour sortir du problème. Elle va essayer de faire un réapprentissage, une recomposition identitaire en se construisant en une personne porteuse d'une maladie non reconnue. Et c'est clair que le diagnostic est très libérateur, mais surtout une légitimation des symptômes vis-à-vis à l'entourage et la société. Ça lui permet de récupérer son identité sociale. Un diagnostic définitif symbolise la renaissance et la résilience. Tu peux passer la diapo. Ça, je ne vais pas me détendre parce que c'est bien que Gail a déjà parlé sur la politique au Canada, sur la politique au Québec. Et tu peux passer la diapo, Maxime? On arrive à les associations des forces vivantes, là. Donc, je pense que ça aussi, Gail nous a parlé bien, le fait qu'on s'organise dans un regroupement, une fédération, va permettre de faire avancer la recherche scientifique et les reconnaissances de ce type de maladie. Tu peux passer. Je ne vais pas parler de la pertinence scientifique et sociale, ça c'est plus de l'ordre de la soutenance, là. Mais je sais, tu peux passer à la diapo biomédicale, Maxime. C'est déjà fait? Excuse-moi, Claudia, je vais devoir t'interrompre. Je vais te demander, parce qu'on a notre invitée, Mme Bélanger, qui va témoigner de sa situation. Est-ce que c'est possible que tu termines juste en nous disant, là, ce que tu espères, là, comment tu vas continuer ta recherche? Là, tu as fait l'état des connaissances. Comment tu vas faire ta recherche au Québec par rapport à l'errance diagnostique? OK. En fait, moi, je prépare dans ce moment c'est quoi le cadre théorique, c'est quoi la méthodologie. Donc, ma recherche va être qualitative et quantitative. Donc, ça va nous permettre d'avoir une évaluation quantitative vraiment réelle de la situation au Québec. L'idée, c'est de prendre les personnes et les parents qui ont vécu l'errance diagnostique, minimum de 1 an et plus. Et donc, il va faire une recherche qualitative aussi, que c'est les interviews, pour vraiment savoir c'est quoi l'impact de l'errance diagnostique sur la personne et l'entourage aussi. Oui, donc vous allez faire sondage, questionnaire, entrevue et de personnes au Québec. Okay. Oui. Ben, merci beaucoup de t'intéresser à ce sujet-là, parce que évidemment, il y a eu peu de recherches au Québec, au Canada là-dessus. Ça va être une première, à part le sondage que nous, on a fait, là, qui était plus non académique, là, pour voir l'état de la situation en 2010. Merci pour ta présentation. Merci à vous.
Et je vais introduire Madame Joanne Bélanger. Si vous voulez ouvrir votre micro, que je vois qu'il est fermé. Oui, bonjour Gaëlle. Bonjour, Madame Bélanger. Alors, vous avez entendu un peu l'introduction, l'état de la situation décrite par Claudia aussi, là, de recherche et de sondage faites ailleurs dans le monde. Alors, il y a des choses peut-être que vous vous êtes retrouvées, les conséquences médicales ou les conséquences psychologiques. Je dois dire aussi, en présentant Mme Bélanger, qu'elle est donc une personne qui, elle me corrigera, mais il me semble que ça fait 12 ans qu'elle est à la recherche d'un diagnostic et elle est psychologue de profession. Donc, peut-être qu'elle était assez outillée pour passer à travers cette errance diagnostique, mais peut-être pas non plus. Peut-être qu'elle a découvert et appris beaucoup. Fait que je vais la laisser nous dire, d'abord décrire brièvement, là, c'est votre parcours. Ben, merci Gaëlle. Puis bonjour à tout le monde. Merci de me laisser prendre la parole, de m'avoir invitée. Quand j'écoutais tout à l'heure ce que Claudia disait, est-ce que aussi, Gaëlle, c'est correct, je te dirais-tu? C'est beau, c'est beau. Alors, ce que tu disais aussi, Gaëlle, il y a des choses que j'ai notées parce que ça me touchait beaucoup. En fait, cette année, ça fera 14 ans là, que je sais que, en fait, que le processus a commencé à partir du moment où j'ai commencé à consulter. Et c'est l'été dernier que j'ai su finalement un peu plus qu'est-ce que j'avais. Donc, après 13 ans là, d'errance médicale, ce qui était très long, j'ai parfois l'impression d'avoir un demi-diagnostic parce que finalement, ce que les médecins en viennent à conclure, c'est que c'est une leucodystrophie, donc une maladie du système nerveux central qui détruit la myéline sur les nerfs, dans le cerveau et au niveau de la moelle épinière et qui amène son lot je dirais, de déficits neuromusculaires. Et qu'est-ce que j'allais dire avec ça? En fait, donc, ça a pris vraiment tout ce temps-là et je me reconnaissais dans beaucoup de choses que tu disais. Même au départ, Gaëlle, quand tu disais aussi tout à l'heure que malheureusement, il y a comme beaucoup de personnes, tu disais notamment des femmes qui se font dire que c'est psychosomatique. Moi, au départ, dans ma vie, j'avais vécu avec une maladie gastro-intestinale aussi et je me faisais dire que c'était psychosomatique. Alors, quand j'ai commencé à avoir des symptômes neurologiques, j'avais peur qu'on me dise que c'était psychosomatique. Et finalement, ça ne l'était pas, mais il y a des moments où je me souviens d'un médecin, entre autres, qui m'avait comme très mal reçu en disant, tous ces symptômes-là que j'avais, ça ne signifiait rien. J'ai juste envie de partager aussi parce que en fin de semaine, je me préparais un petit peu à la rencontre de ce matin, puis je suis retournée voir parce qu'à l'époque, je faisais mes petits cahiers, je faisais mon journal que je peux plus faire à la main parce que je peux presque plus écrire. Et j'avais déjà écrit l'année où j'ai eu la première consultation que je revenais dans le temps et que je me souvenais 10 ans avant d'avoir commencé à avoir eu des manifestations neurologiques. Une nuit, je m'étais réveillée, je voyais double pendant quelques secondes, j'avais des engourdissements, j'avais des douleurs neuropathiques, mais je comprenais pas tout ça. Et finalement, ça a amené à un cheminement, là. Mais ce que j'ai juste envie de dire aussi, c'est comment moi, en partant, j'avais écrit dans ce journal-là, que j'avais l'impression d'avoir un désordre neurologique qui a pris comme 13 ans à être mis un peu plus en diagnostic. Et je me disais, je trouvais ça difficile au début, l'attente, et je me disais, je trouvais l'attente longue et que j'espérais que ça serait pas trop, qu'on arriverait à un diagnostic rapidement. Et en me lisant, je me suis dit, bien heureuse innocence que j'avais à ce moment-là. Je me doutais jamais que ça serait aussi long. Mais bref, je me suis retrouvée dans beaucoup de choses que Claudia vous avez dit en parlant des conséquences psychologiques, parce que oui, d'être autant d'années dans l'attente, ça fait vivre de l'incertitude, ça fait vivre de l'anxiété, ça change l'image de soi de voir que
il y a des symptômes neurologiques qui commencent à s'installer. Dans mon cas, une des choses qui était embêtante, c'était déjà des problèmes d'équilibre. Puis, je me souviens une fois, on m'avait juste demandé d'aller porter des fleurs sur une scène à quelqu'un à la fin d'une conférence et j'avais peur de faire un faux pas, j'avais peur de perdre l'équilibre parce que déjà, je sentais qu'il y avait quelque chose. Et oui, ça aide d'être psychologue. Parce qu'on peut peut-être identifier et reconnaître plus qu'est-ce qu'on vit, reconnaître plus les émotions, puis se dire que c'est normal de vivre ça, mais ça n'empêche pas, comme personne, de les vivre, toutes ces émotions-là, et de vivre avec l'incertitude, et de se voir en même temps au fil de ce processus-là, se voir atteindre de plus en plus par différents symptômes, et se dire en même temps, ben, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de symptômes, mais où est-ce que ça va aller? Jusqu'où ça va aller? Et sans soulagement parce qu'il n'y a pas encore de maladie qui est bien identifiée. Bien, merci, Joanne. Je pense que c'est un bon début là, d'un vrai témoignage par rapport à une situation d'errance. Claudia, je vais aussi te demander, parce que je pense que ce n'est pas pour rien que tu t'es intéressée à l'errance diagnostique pour ton projet de doctorat, puis même en tant que professionnel de la santé en service social. Juste brièvement nous raconter qu'est-ce qui t'a amené à ça. Je crois que c'est la maladie de ta sœur. Oui, en fait, avant d'arriver au Québec, là, ma sœur vivait ce qu'aujourd'hui je connais comme l'errance diagnostique. Elle a passé 9 ans avant de trouver son diagnostic définitif. Et j'ai partagé avec elle, je l'accompagnais dans tout son parcours de santé, parce que moi, j'ai travaillé dans le système de santé colombien. Donc, je l'accompagnais, je me battais avec les médecins, les spécialistes, les droits, tout ça. Il y avait beaucoup d'incompréhension. Ma sœur aussi a été référée aux psychiatries. Étant donné qu'elle considérait que ce n'était pas réel les symptômes, c'était une femme de 40 ans à ce moment donné, l'âge le plus productif de sa vie. Et elle ne comprenait pas qu'est-ce qui lui arrivait. Elle a pris presque plus d'un an pour commencer à aller au médecin parce qu'elle disait, mais ça va passer, ça va pas être vrai. Bon. Et par la suite, mais tout a déclenché. C'est en étant à Québec, en faisant ma maîtrise en service social, on a trouvé les diagnostics définitifs. Et c'était à travers ma recherche à la maîtrise qu'on a parlé à sa rhumatologue pour lui dire que c'était la maladie de Sjögren. Bon. Donc, ça a été identifié au Québec, oui? Oui, c'est grâce à ma recherche dans le fait que mon sujet de recherche me disait, tu dois chercher sur moi. Je dis, mais je sais pas c'est quoi ton diagnostic. Il me dit, c'est ça. C'est pour ça que tu dois prendre mon sujet pour essayer de savoir qu'est-ce qui m'arrive. Ouais. Bon, ben merci. Là, il reste quelques temps pour des questions. Vous pouvez donc écrire là dans il y a le bouton Q et R au bas de votre écran là, pour indiquer des questions. Et pour les personnes anglophones, là, Q et A, Question and Answers, pour vous pouvez écrire évidemment vos questions en anglais. Et on va me les soumettre et je vais les soumettre aux personnes. Il y a une personne qui demande, je pense que c'est à Mme Bélanger, comment son diagnostic a été finalement trouvé. Ce que je comprends, Mme Bélanger, c'est qu'on a trouvé chez vous, finalement, c'est une catégorie de maladies. Les leucodystrophies, il y a beaucoup de types de leucodystrophie. Donc, on a fini par trouver cette catégorie, mais pas nécessairement une leucodystrophie spécifique. Et j'imagine que c'est parce que vous avez fini par avoir des examens peut-être d'IRM, là, de résonance magnétique. Je ne sais pas si je me trompe, c'est peut-être comme ça. En fait, des résonances magnétiques, j'en ai eu de multiples là, depuis le début du processus. Okay. J'ai vu aussi différents neurologues,
parce que c'était très long aussi d'avoir accès à un neurologue. Et à un moment donné, je l'ai consulté un autre et il y en avait un qui disait, ben, je ne sais pas ce que c'est, je vais vous référer à un autre qui me disait, je ne sais pas ce que c'est non plus. Alors, ça a duré comme ça d'année en année. Et bon, on alternait, on disait, ben, c'est pas de la sclérose en plaques, mais c'est de la démyélinisation, si vous avez des symptômes parkinsoniens. Et finalement, ce dont j'étais vraiment heureuse, c'est qu'à un moment donné, il y a un neurologue qui me suivait, qui a pris sa retraite et qui m'a référé à un autre neurologue. Et celui-là, à un moment donné, et vraiment, je suis tellement reconnaissante parce que lui m'est arrivé une fois en disant, ben, je trouve que ça vaut la peine que vous sachiez de quoi vous êtes atteinte. Et il m'a dit, j'ai parlé de vous à une équipe multidisciplinaire. Alors là, il avait parlé de moi avec, il m'a dit qu'il y avait de radiologistes, d'autres neurologues, différentes spécialités. Et il m'a dit en même temps qu'éventuellement, j'allais passer des tests en neurogénétique. Et c'est avec cette concertation-là que finalement, ils en sont venus avec, sûrement avec l'IRM, avec les tests neurogénétiques, qui n'ont pas permis de cibler quel gène pouvait être en jeu dans ma leukodystrophie, mais qui a permis finalement d'arriver à un diagnostic de leukodystrophie. Tout ça après 13 ans d'errance diagnostique. OK, merci. Et je me suis trouvée privilégiée que quelqu'un fasse finalement cette démarche-là et que j'en vienne à voir un peu plus clair dans tout ça. Ouais. Oui, bien, au Québec, on est chanceux, on est gâtés, on a plusieurs très bons experts en neurogénétique, des gens qui ont même découvert des gènes de plusieurs maladies neurologiques, on a des belles cliniques neuromusculaires. Puis, en fait, c'est peut-être le modèle qu'on souhaiterait là, pour d'autres types de maladies qui sont difficiles à diagnostiquer. Puis, tu as parlé de concertation multidisciplinaire. C'est quelque chose aussi qu'on souhaiterait. Vous savez, les personnes, nous, ce qu'ils nous disent et ce qu'ils avaient dit à notre sondage en 2010, c'est que, il n'y avait pas de dossier électronique commun là, au Québec et ils voyaient chaque spécialiste séparément là, pour chaque organe ou système de leur corps et personne ne se concertait. Et ça se peut qu'il y a certains départements, services médicaux qui font ça, mettre ensemble leurs données pour parler d'un patient puis essayer de déterminer, mais je pense pas que c'est des choses courantes. Puis ça pourrait être très utile. Là. On le demande d'ailleurs là, qu'il y ait des moyens de concertation multidisciplinaire comme ça. Et évidemment, aujourd'hui, avec la télémédecine, ça pourrait se faire quand même facilement, aussi pour les patients, les parents d'enfants qui sont dans les régions et qui ne peuvent pas toujours se déplacer. Donc, une question que j'allais d'ailleurs vous poser, puis on va terminer là. Selon vous, Madame Bélanger, avec tous vos parcours, votre parcours ici, là, pendant 13-14 ans, qu'est-ce que vous diriez là, au milieu médical ou à notre gouvernement comme solution puis recommandation? Je dirais de penser que quand ils entendent des sabots de chevaux, de penser que ça peut être des zèbres et pas tout le temps juste des chevaux, là. Mais en fait, je leur dirais de rester à l'affût justement et de se dire que ça peut être une maladie rare. Et je dirais d'accueillir le patient, de le croire dans ce qu'il apporte comme symptômes. C'est déjà assez difficile de naviguer avec tout ça pendant autant d'années. Si on n'est pas cru, si on est mal reçu, c'est encore plus difficile de passer à travers de ça. Je pense que c'est important. Puis c'est intéressant parce qu'en même temps, je me dis, les patients apportent leur expérience, ce qu'ils voient, ce qu'ils ressentent. Et moi, quand je regardais, puis je me disais, je me disais déjà qu'il y avait un désordre neurologique. Je ne peux pas savoir qu'est-ce que c'était, mais les patients ont aussi une certaine compréhension, puis de les écouter là-dessus, puis de les soutenir
à travers ce processus-là qui est difficile, hein, qui peut, vous le savez, Claudia aussi, j'imagine vous avez vu votre sœur passer différents tests, être dans l'attente, on voit un médecin, puis il nous dit, je vous revois dans 6 mois. Alors là, je retourne chez moi, puis pendant 6 mois, je fais mon bout de chemin avec des symptômes qui ne sont pas soignés. C'est ce que je dirais, de se garder en tête que ça peut être une maladie rare et d'écouter attentivement ce que les patients apportent ou décrivent comme symptômes. Bien, ça rejoint notre slogan du mois de février et en fait, une campagne qu'on aimerait continuer le plus longtemps. Donc, d'oser penser aux rares, que ça peut être l'une des 7000 maladies rares et importer de la France cette culture du doute. De douter, mais pas douter dans le sens que ça peut être tout le temps psychosomatique, comme vous le dites, là. Donc, merci beaucoup pour votre présentation, Claudia, puis les témoignages, vos 2 témoignages. Et je vais juste... il y a peut-être une dernière question que je vais prendre, puis après, je vais terminer en vous disant qu'est-ce que on veut organiser encore. Donc, il y en a qui nous demandent, là, quelqu'un qui nous demande comment sensibiliser le corps médical. Bien, on va en parler le 26 février, fait que je vais vous en parler. Puis nous, on vous demande aussi vos solutions qu'on pourrait mettre en proposer au milieu médical. Cette personne dit d'ailleurs que c'est grâce à nous, au RQMO, qu'elle a eu son diagnostic. Alors ça, notre santé rare, malheureusement, il y a plein de personnes qui nous appellent qui n'ont pas de diagnostic. Nous ne sommes pas des médecins, nous ne pouvons pas diagnostiquer, mais nous pouvons les aider à aller au bon endroit dans le système de santé, puis on l'a fait pour plusieurs. Fait que ceux qui sont dans cette situation, ceux et celles dans cette situation, vous pouvez nous contacter et puis on peut voir ce qu'on peut faire pour vous. Je vais repartager pour montrer notre programmation du mois de février. J'espère que vous pourrez voir. Est-ce que vous voyez notre page, les webinaires? Maxime, est-ce qu'on le voit? D'accord, merci. Donc, c'était le webinaire de lancement aujourd'hui et nous allons avoir 6 autres webinaires. Et le but de ces webinaires-là, le contenu, c'est de vous montrer des projets, des initiatives qui sont en cours ou innovantes là, qui visent à réduire des délais de diagnostic. Alors, tous les plans nationaux maladies rares dans plusieurs pays et des efforts internationaux. Maintenant, le but, c'est de réduire le diagnostic. Même, je pense que c'est en France qui se sont dit, nous voulons réduire les délais de diagnostic à 1 an. Évidemment, après qu'on a fait tout ce qui est possible, les tests et examens là, standards, mais on voudrait réduire les délais de diagnostic. Et donc, on aura des médecins, des chercheurs, des associations qui vont présenter leurs initiatives, des initiatives internationales, des initiatives même franco-québécoises, l'initiative qui se fait en génétique à Québec, aussi pan-canadien, le projet Care for Rare. Nous aurons aussi Madame Sharon Terry, qui est la fondatrice de Genetic Alliance aux États-Unis, qui va toujours de l'avant pour faire avancer la cause des maladies rares et une nouvelle initiative pour le diagnostic. Et nous allons aussi entendre parler d'un plan stratégique que le domaine des sciences de la vie avec les associations de patients propose au gouvernement. Excusez, je crois que j'avais ça sur la page anglaise. Nous allons avoir le 19 février une première, je crois que c'est une première mondiale. C'est Génie en rare où 8 équipes d'étudiants de médecine de 3 facultés de médecine du Québec vont compétitionner un quiz sur les maladies rares.
Et ça, c'est le samedi 19 février. Pour une bourse, la gagnante, l'équipe gagnante aura une bourse de 2000 $. Donc, ce sont c'est pas simplement des questions sur des maladies rares spécifiques, hein, parce qu'on l'a dit, ils ne peuvent pas apprendre 7000 maladies rares, mais aussi sur l'approche à avoir avec un patient qui a une maladie rare, l'approche diagnostique, la connaissance en génétique, puisqu'il y a beaucoup de maladies rares qui sont génétiques. Ensuite, le 26 février, il y aura la journée éducative, toujours sous le thème de l'Odyssée des sans-diagnostics. Et nous aurons, entre autres, Mme Bélanger va revenir faire un atelier, justement, comment faire face à l'errance diagnostique. Et nous aurons un médecin de famille qui fera un atelier sur, justement, comment amener les médecins à penser aux rares, donc pour répondre à la question de la dame plus tôt. Et nous aurons aussi un témoignage d'un parent qui a longtemps cherché le diagnostic pour son enfant. Et Swan UK, qui est une organisation Syndromes Without a Name, que ça s'appelle, qui existe depuis un bon bout de temps pour aider les personnes sans diagnostic. Et nous allons en profiter pour lancer un guide qui s'appelle Vivre sans diagnostic, qui a été publié en anglais par le Rare Disease Foundation au Canada et que nous avons traduit et que nous lancerons à cette occasion-là. Eh bien, on finira la Journée internationale des maladies rares le 28 février avec un autre webinaire et qui visera à faire un résumé de toutes ces activités-là durant le mois et qui vise à ce qu'on avance, qu'est-ce qu'on veut pour le futur. Donc, comme je l'ai dit tantôt, notre gouvernement travaille sur une politique, on leur a donné les recommandations avec d'autres associations de patients, puis on trouve que la formation des médecins, des professionnels de la santé, leur donner des ressources, ce serait une priorité. Alors, on pourra en parler plus en détail à ce moment-là. Vous pouvez nous envoyer toujours des témoignages. Vous verrez comment sur cette page-là, zebrier.rqmo.org, ou aller sur notre site. Et puis, j'en profite pour remercier nos commanditaires pour toutes ces activités et aussi nos nouveaux projets au RQMO qui visent justement à aider les personnes à soit réduire leur diagnostic, à vivre avec leur maladie. Alors, merci beaucoup d'avoir été là et donc, allez voir toute cette programmation. Vous pouvez vous inscrire à chacun de ces webinaires. Le génie en rare, vous pouvez l'écouter, vous inscrire une fois, vous connecter et le regarder toute la journée ou juste la finale, c'est comme vous voulez. Ça devrait être excitant. Puis notre journée éducative aussi, vous pouvez nous joindre toute la journée. Tous les webinaires et notre journée éducative sont traduits à l'anglais ou au français selon, parce qu'on a quelques conférenciers anglophones. Il y a seulement, par contre, le génie en rare, techniquement, c'était difficile d'envisager de traduire et un jour, on l'aura probablement, une autre fois, on pourra le faire bilingue. Alors, merci beaucoup et consultez aussi notre page Facebook tout le mois de février. Il va y avoir des témoignages, on va parler de maladies qui sont difficiles à diagnostiquer. On va aussi, évidemment, mettre bientôt la vidéo de cet événement qu'on a fait hier et que vous devriez partager, selon moi, dans vos réseaux pour montrer notre thème cette année pour le mois de février. Alors, merci à vous et aux prochains webinaires. Merci.